Bonjour Sophie Binet. Bonjour. Vous avez vu sans doute la cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques hier soir. Quelle image ce matin vous avez envie de garder ? Oui, j'y étais même. C'était très émouvant, cette cérémonie. Je pense qu'on peut être très fier d'organiser ces Jeux paralympiques, que rien que de voir le défilé des athlètes, ça permet de changer de regard sur la question du handicap. Et puis, c'est aussi très émouvant de voir des athlètes palestiniens, afghans, de tous les pays du monde qui viennent jouer en France et s'affronter en France. Mais je crois que ça ne peut pas être on fait les JO et on repart comme si de rien n'était. Il faut qu'il y ait du changement concret sur la prise en compte du handicap dans le pays après ces Jeux. Et je suis très inquiète de constater que la rentrée scolaire, on nous annonce que 1000 élèves en situation de handicap, pour l'instant, seraient dans l'impossibilité de faire leur rentrée scolaire. Donc c'est pas possible de faire les Jeux paralympiques et dans le même temps de rester sur le statu quo en matière de prise en charge du handicap en France. C'est tout l'enjeu de ces Jeux Alors, on nous disait que c'est censé déranger cette cérémonie et l'ensemble de la quinzaine. D'après vous, c'est utile. La France est en retard. Vous parlez de l'école, mais en entreprise aussi. Ah oui, en entreprise, c'est la catastrophe. Les entreprises préfèrent payer ou plutôt même frauder les obligations en matière de travail des salariés. 6% de travailleurs handicapés dans les entreprises de plus de 20 salariés. Dans beaucoup d'entreprises, il n'y a pas 6% de travailleurs et de travailleuses handicapés. Les entreprises préfèrent soit... Quelle part d'entreprise respecte ça, vous savez ? On est en dessous en moyenne. Dans la majorité des entreprises, on est en dessous. Elles préfèrent payer que de respecter les obligations en matière de handicap. Donc il faut que ces Jeux olympiques soient suivis d'un travail de l'ensemble de la société sur la question du handicap, à commencer par le travail, en matière pour permettre aux personnes handicapées de travailler normalement, mais aussi pour prévenir le handicap, parce que le travail est responsable d'une partie du handicap. Je rappelle que la France a un triste record. Chaque jour, il y a 2500 accidents du travail en France, avec derrière des incapacités à vie. Sophie Binet, si les entreprises n'embauchent pas d'handicapés, c'est peut-être pas forcément que de mauvaise grâce, c'est qu'il y a peut-être aussi des difficultés. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour inciter, au-delà de la coercition, les entreprises ? Quel est le problème que ça peut poser ? C'est l'accessibilité peut-être ? Oui, évidemment, il y a toute une série de problèmes qui se posent et évidemment qu'il faut aménager le travail pour permettre à des personnes handicapées de travailler. Donc ça nécessite une politique volontariste et malheureusement, sans coercition, il n'y a pas de politique volontariste. Donc il faudrait, à l'issue de ces Jeux olympiques, faire une grande table ronde pour faire le bilan de la place des personnes handicapées au travail et envisager des mesures d'ensemble pour permettre une meilleure intégration. Pour en finir avec les Jeux olympiques et paralympiques, vous aviez des craintes et vous les aviez évoquées au printemps, notamment sur les conditions de travail des différents personnels. Vous avez mis en place d'ailleurs un numéro d'appel pour les travailleurs de ces Jeux. Il a reçu beaucoup d'appels. Comment ça s'est passé in fine ? Ça s'est très bien passé. Je suis très contente qu'on ait mis en place ce numéro vert qui continue d'ailleurs à fonctionner pendant tous les Jeux paralympiques. On a reçu une dizaine d'appels par jour de salariés qui soit avaient des questions, soit avaient des problèmes plus ou moins complexes à régler avec leurs employeurs. Et ça a débouché par exemple sur la situation des salariés du comité d'organisation des Jeux olympiques où vous savez que de nombreux cadres nous ont alertés sur leur temps de travail beaucoup trop élevé et sur l'usage abusif de forfait jour. Donc là, il y a une procédure en cours pour ces salariés-là. Une procédure en cours, dites-vous. Procédure en cours. J'allais enchaîner avec l'actualité politique. On est le 29 août, 2 mois et demi après les législatives. Emmanuel Macron n'a toujours pas nommé de Premier ministre. Et il consulte toujours. Vous avez été très engagé, plus sans doute que n'importe quel autre responsable syndical ces dernières années, en faveur du nouveau Front populaire. Vous avez manifesté le 18 juillet devant l'Assemblée nationale pour demander un gouvernement issu du NFP. Maintenant qu'il a été rejeté, vous ne vous joignez pas à l'appel du 7 septembre. Pour quelle raison ? En fait, chacun son rôle. Je pense que c'est très bien que les partis politiques du nouveau Front populaire prennent leurs responsabilités et appellent à la journée du 7 septembre parce que la situation, elle est scandaleuse, elle est honteuse. Et donc, ces mobilisations, elles sont extrêmement légitimes. Je pense qu'il y aura de très nombreux, d'ailleurs, militants et militantes de la CGT qui y seront. Mais l'objectif de la CGT, c'est pas la question institutionnelle, c'est d'abord les questions sociales. Et donc, nous, notre objectif... Qu'est-ce qui s'est passé entre le 18 juillet où vous y étiez et aujourd'hui où vous n'y allez plus ?
Cet engagement très très fort, oui. Et aujourd'hui, c'est terminé ? Eh bien, d'abord parce que cet engagement très fort de la CGT, il était lié à la situation exceptionnelle du pays avec la menace que l'extrême droite arrive au pouvoir. Là, on revient aussi dans un rôle plus classique de l'organisation syndicale. Et puis, le 18 juillet, c'était fait. Comment ? Le 18 juillet, oui. C'était fait, le RN n'était pas à Matignon. Tout à fait. Le 18 juillet, c'est la fédération CGT des cheminots qui avait appelé au 18 juillet en lien avec leur mobilisation sur le fret ferroviaire en disant « nous voulons un gouvernement qui renonce à privatiser le fret ferroviaire ». Donc ça partait des revendications, des exigences sociales. Mais encore une fois, je pense que les partis politiques et les organisations syndicales n'ont pas le même rôle. C'est normal, c'est positif d'ailleurs, c'est important dans une démocratie. Ce sont des rôles qui sont complémentaires. Et donc ces mobilisations du 7 septembre, elles sont nécessaires parce que la situation est scandaleuse d'un point de vue démocratique. On est dans un contexte inédit sous notre 5e République avec un chef de l'État qui ne cesse d'accroître la crise de régime que lui-même a provoquée. La situation est scandaleuse, très inquiétante. Une mobilisation en plein jeu paralympique, c'est pas un petit peu gênant alors qu'il ne s'est rien passé pendant les Jeux olympiques ? Écoutez, encore une fois, ce n'est pas la CGT qui l'organise. Est-ce que ça peut être aussi une des explications au fait que vous ne participiez pas ? Non, pas du tout, parce que là, la rentrée sociale et politique est faite, et dès lors que le chef de l'État prend des décisions, c'est normal qu'on puisse riposter, s'organiser pour répondre. Par ailleurs, la CGT, elle va appeler à des manifestations le 8 septembre pour un cessez-le-feu à Gaza, parce que la guerre continue à Gaza avec des nouvelles chaque jour plus effroyables en termes de famine. Les enfants meurent de faim aujourd'hui à Gaza. Il y a 50 000 enfants qui meurent de faim à Gaza. Il est le temps de mettre en place un cessez-le-feu. Et moi, ce qui m'inquiète dans cette crise que le chef de l'État provoque, c'est que la France se neutralise au niveau international. Aujourd'hui, la France ne pèse plus rien au niveau international parce que la France est ridicule. Et donc, la France ne peut pas jouer son rôle pour obtenir une paix immédiate à Gaza. Vous avez évoqué la date du 8 septembre et puis on va évoquer celle du 1er octobre. Ça, c'est la mobilisation à laquelle vous appelez. On va parler de votre rentrée aussi. Tout cela, Sophie Binet, après le fil info de 8h40, Damien Mestre. Emmanuel Macron attendu en Serbie aujourd'hui, déplacement jusqu'à demain sur fond de consultation pour trouver un Premier ministre. Le président de la République reçoit en ce moment les représentants des régions. 3 mises en examen après l'incendie criminel de la synagogue de la Grande Motte ce week-end. L'incendiaire présumé placé en détention provisoire, mis en examen pour tentative d'assassinat en lien avec une entreprise terroriste. 2 de ses proches sont accusés de l'avoir aidé. L'armée israélienne parle de terroristes retranchés dans une mosquée. 5 morts ce matin en Cisjordanie occupée. L'armée israélienne qui poursuit son offensive, notamment à Jénine. Et puis tirage au sort de la Ligue des champions de football ce soir, compétition européenne qui comprend cette année 4 clubs français, un record. Après le PSG, Monaco et Brest, c'est Lille qui se qualifie hier soir. France Info. Le 8h30 France Info, Bérangère Bonte, Adrien Beck. Et Sophie Binet, ce matin, secrétaire générale de la CGT, on parlait du nouveau Front populaire qui n'ira donc pas à Matignon. Est-ce qu'il y a à gauche d'autres solutions ? La recherche d'un consensus, d'un compromis, ça passe par des concessions, des compromis précisément. Est-ce qu'il y a une autre solution acceptable pour vous aujourd'hui que Lucie Castet ? Écoutez, c'est pas à moi de dire qui doit être chef du gouvernement. Ce que je note je vous pose la question parce que vous êtes précisément très engagé. Tout à fait. Moi, ce que je note dans la situation, c'est 3 choses très graves. La première, c'est que les masques tombent. On voit que le problème, ça n'est pas France Insoumise. La ficelle de la diabolisation, elle est un peu grosse. Le problème, c'est le programme du nouveau Front populaire et les avancées sociales. C'est ça qui pose problème au chef de l'État et c'est très grave. La deuxième chose, encore plus grave que je note, c'est que le coup de force qu'Emmanuel Macron est en train d'organiser, il l'organise grâce à un accord tacite avec le Rassemblement national qui a déclaré qu'il ne censurerait pas un gouvernement de droite alors qu'il censurerait forcément tout gouvernement porteur du programme du nouveau Front populaire, si je peux me permettre, tout gouvernement qui augmenterait les salaires, abrogerait la réforme des retraites et investirait dans les services publics. C'est grave parce que le Rassemblement national trahit ses électeurs avant même d'avoir gouverné, alors qu'il passe son temps à faire des promesses sociales. C'est lui qui, avec cette position-là, empêchera tout progrès social et s'allie de fait à Emmanuel Macron. Le RN n'est pas le seul à avoir fait ça. Oui, non, mais bien sûr. Mais pourquoi est-ce que c'est précisément grave ? Le sujet. Pourquoi est-ce que c'est grave sur le Rassemblement national ? C'est parce que Emmanuel Macron s'apprête à mettre en place un gouvernement
ultra minoritaire qui repose seulement sur 166 députés, ça serait du jamais vu, qui ne tiendrait que parce que le RN ne le censurerait pas. Ça veut dire qu'il donne les pleins pouvoirs au RN qui aurait un pouvoir de vie ou de mort sur le gouvernement. Initial. Le RN peut être amené à censurer le gouvernement ensuite au moment du budget ou après. Tout à fait. Ça veut dire que la vie du gouvernement sera entre les mains du Rassemblement national. C'est la vie politique. Et oui, sauf que si Emmanuel Macron faisait un autre choix de configuration, par exemple nommer le nouveau Front populaire, l'avenir du nouveau Front populaire serait entre les mains de la droite et pas du Rassemblement national. Et bien ça, c'est tout à fait différent parce que ça veut dire que le gouvernement qu'Emmanuel Macron essaye de monter sera sous le couperet de l'extrême droite qui revient au centre du jeu. C'est ça que je trouve gravissime dans le montage qu'Emmanuel Macron est en train de mettre en place. Mais on peut poser la question différemment. Comment vous comprenez le repoussoir absolu que sont devenus les Insoumis, qui font plus peur que le RN aujourd'hui? Qu'est-ce qui s'est passé? Encore une fois, on voit bien que... petite autocritique quelque part. Non, mais ça, bien sûr, la CGT a dit qu'il y a des sujets sur lesquels on n'est pas d'accord, etc. Mais sujet... Juste en deux mots, qu'on comprenne. Écoutez, par exemple, on n'a pas eu la même position sur le conflit à Gaza et les attentats la terroristes. La qualification de terroristes. Il y a des choses que l'on peut débattre. Mais on voit bien que Mélenchon a annoncé que les Insoumis étaient prêts à ne pas faire partie du gouvernement. Et donc, ça n'est pas la France insoumise, le sujet. Le sujet, d'ailleurs, Emmanuel Macron l'a dit clairement, ce sont les avancées sociales porteuse par un gouvernement du nouveau Front populaire. C'est le programme du nouveau Front populaire qui pose problème. Donc aujourd'hui, les forces de l'argent sont en train de s'organiser pour empêcher des avancées sociales. Et moi, je note avec colère et inquiétude l'activisme patronal actuellement. On a un MEDEF qui a un silence complaisant sur les questions d'extrême droite et qui ne se positionne pas sur les questions d'extrême droite et qui, dans le même temps, met aujourd'hui toute son énergie pour empêcher toute avancée sociale pour les salariés avec des manœuvres de chantage sur la dette, les investissements, etc. C'est grave d'un point de vue démocratique. Ce n'est pas les marchés financiers qui dirigent le pays, c'est nous, citoyennes et citoyens. On est en train de nous voler notre vote. La dette fait aussi que malgré tout, les marchés financiers ont un rôle quand même. Oui, sauf qu'il y a eu la réforme des retraites et les marchés financiers ont quand même dégradé la note de la France. Donc il faut arrêter de brandir ces menaces en l'air pour empêcher le débat démocratique et aux citoyens et aux citoyennes de décider. Moi, je n'ai pas envie qu'en France se reproduise le scénario de la Grèce où on a empêché au gouvernement grec de mettre en place son programme avec des investisseurs étrangers qui se sont organisés pour asphyxier le peuple grec. Ça fait partie du mot d'ordre alors de ce 1er octobre où vous vous appelez à manifester, où vous allez quasi seul, on va dire. Solidaire s'est joint à votre appel hier et puis je sais que les retraités sont dans la boucle, mais les grosses centrales syndicales, pour l'instant, sont beaucoup plus attentistes et attendent de voir ce qui va sortir du chapeau politique. Les discussions sont en cours, je pense que ça va évoluer. Vous avez espoir qu'ils vous rejoignent? Oui, je pense, pas tout le monde, parce qu'on peut avoir des stratégies syndicales différentes, c'est la vie, ça arrive. Mais le 1er octobre... Mais l'unité syndicale n'est plus la priorité, c'est-à-dire qui était très forte sur les retraites notamment. Là, est-ce que vous ne prenez pas le risque d'isoler un peu la CGT ? Non, pas du tout, parce que le 1er octobre a été lancé par 9 organisations syndicales de retraités, donc c'est déjà une journée qui est unitaire, c'est pas la journée de la CGT. Que le 1er octobre, nous allons pour défendre 3 mots d'ordre. D'abord, l'abrogation de la réforme des retraites, ensuite l'augmentation des salaires et des pensions, et enfin de l'argent pour nos services publics qui sont exsangues. Et ça, ce sont des mots d'ordre qui sont partagés par l'ensemble des organisations syndicales qui le martèlent, qui ne cessent d'interpeller Emmanuel Macron, le gouvernement, les parlementaires sur cette question-là. Si les exigences sociales ne sont pas entendues, on court à la catastrophe. Le 1er octobre, le budget arrivera à l'Assemblée nationale devant les députés. C'est pour ça aussi qu'on a choisi cette date. Mais c'est obligatoire, oui, il n'y a pas d'autre choix. J'entends bien, mais... Voilà. Et c'est un budget à fort enjeu pour les Françaises et les Français. Je pense notamment à la situation dans la santé. Sophie Binet, pour détailler ce que vous venez d'évoquer, vous avez évoqué l'abrogation de la réforme des retraites. La gauche ne peut pas abroger la réforme à elle seule. Il faudra à minima les voix du Rassemblement national. Est-ce que dans ce cas-là, il faut prendre les voix du Rassemblement national ? Écoutez, chacun prend ses responsabilités à l'Assemblée et au Parlement. Ce qui est sûr, c'est que l'écrasante majorité des Français souhaitent l'abrogation de la réforme des retraites. Donc moi, j'ai un conseil à donner au futur Premier ministre quand on en aura un, c'est que la première chose à faire, c'est d'abroger cette réforme ou à minima d'organiser un référendum pour donner la parole aux Françaises et aux Français. Vous n'avez pas répondu à la question. Il faut voter avec le RN cette abrogation ?
Écoutez, voter une loi du RN, ça, je pense que ce serait une mauvaise chose. Par contre, si sur une loi d'abrogation, le Rassemblement national la vote, ils auront fait leur décision. Ce sont des députés qui sont élus. Alors, dans cette volonté d'abrogation, vous avez reçu le soutien d'un allié peut-être un petit peu inattendu. Écoutez-le, il était à votre place avant-hier, c'est le président du MoDem, François Bayrou. Je pense que les Français auraient dû être plus associés à la question des retraites parce que c'est leur vie et la vie de leurs enfants et petits-enfants. Mais la réforme est faite. Mon opinion est qu'elle est améliorable. Donc vous souhaitez l'abroger pour la changer? J'essaie de ne pas utiliser des mots qui soient des mots qui créent des réalités choquantes. Alors voilà, on entend la prudence de François Bayrou qui ne parle pas d'abrogation, mais c'est néanmoins un cri du cœur qui doit vous faire plaisir. Écoutez, chacun avance à son rythme. Je note que François Bayrou est en train de faire son chemin et j'imagine que c'est le fruit de notre rapport de force qui fait qu'aujourd'hui, tout le monde dit que cette réforme des retraites, ça ne va pas. Par contre, il faut qu'il aille au bout de son raisonnement. Abroger, c'est pas un gros mot, c'est juste que veulent la majorité des Françaises et des Français. Et s'il veut mieux associer les Françaises et les Français, il y a une chose à faire, le référendum, et la question est réglée. Et son propos était aussi, c'est un cri du cœur aussi en faveur du paritarisme. Dans l'extrait qu'on a diffusé, on n'entend pas, mais il y avait une main tendue aux partenaires sociaux, donc vous, dont acte. Après tout, il fait partie du bloc présidentiel, François Bayrou. Oui, c'est un allié. Mieux vaut tard que jamais. Mieux vaut tard que jamais. Mais en attendant, sur la question de la réforme des retraites, les choses sont claires, les organisations syndicales sont très claires. Ceux à qui il faut demander leur avis, s'il y a une consultation à faire, c'est les Françaises et les Français pour abroger cette réforme. Il n'y a pas d'autre solution que celle-là. À 60 ans, à 62 ans, là pour le coup, un peu comme à gauche, tout ça n'est pas très clair. La CFDT est plutôt sur 62, vous sur 60 ? Oui, écoutez, il faut avancer par étapes. La première étape, c'est d'abroger cette réforme qui est injuste, violente et qui ne répond pas aux besoins du pays. Et ensuite, effectivement, l'objectif de la CGT, c'est de gagner la retraite à 60 ans parce que dans beaucoup de métiers pénibles, on ne peut pas travailler après 55 ans parce que c'est le sens du progrès de permettre aux gens de travailler moins, de travailler mieux. Ça suppose d'accepter de partir avec une retraite avec une décote importante. Si on a commencé à travailler un petit peu tard, 23, 24 ans, vous n'arrivez pas à 60 ans. Non, pas du tout. Il y a pas un peu de démagogie là-dedans? Non, nous avons des propositions de financement. La proposition de financement la plus importante de la CGT, c'est de dire qu'il faut soumettre les revenus financiers, les revenus du capital, les dividendes, au même niveau de cotisation que les revenus du travail. Si on taxait les dividendes, on pourrait financer la retraite à 60 ans. On continue, Sophie Binet, d'explorer les enjeux sociaux de cette rentrée avec vous, juste après le fil info de 8h50 et Damien Mestre. C'est l'ancien ministre de l'Éducation qui critique ce matin la décision d'Emmanuel Macron. Il y a eu un usage erroné de la dissolution, dit Jean-Michel Blanquer, qui déplore que la Constitution ait été utilisée pour essayer de faire un coup vis-à-vis d'un adversaire politique. Au moins 2000 enfants dorment dans la rue en France, chiffre largement sous-évalué selon l'UNICEF, qui parle d'une situation inadmissible et qui ne cesse d'empirer. Conséquence selon l'organisation des politiques du logement menées ces dernières années. Il est mis en examen pour meurtre, cet homme de 39 ans, multirécidiviste, qui a percuté un gendarme dans les Alpes-Maritimes. Il assure ne pas avoir fait exprès. Il est placé en détention provisoire. Et puis 3 morts au Japon, le pays frappé par un typhon extrêmement puissant depuis ce matin. Plusieurs dizaines de blessés. Les rafales de vent atteignent les 250 km/h. France Info. Le 8-30 France Info, Bérangère Bonte, Adrien Beck. Et Sophie Binet, secrétaire générale de la CGT, le SMIC à 1 600 € qui est dans le programme du NFP, vous êtes favorable. Politique fiction, dit Patrick Pouyanné, le patron de Total, avant-hier chez nos confrères de BFM. Est-ce que c'est réellement possible ? Non, mais c'est juste honteux que Patrick Pouyanné se permette de dire ça. On peut rappeler le salaire annuel de Patrick Pouyanné. Faut quand même revenir à la réalité et à un peu de décence. Total, c'est l'entreprise du CAC 40 qui dégage le plus de bénéfices, dans laquelle les salariés sont obligés de faire grève pour avoir un tout petit peu d'augmentation de salaire. C'est une honte. Donc oui, il y a un problème avec le SMIC en France. Oui, on ne peut pas vivre aujourd'hui avec le SMIC en France. Ça, effectivement, j'imagine que Patrick Pouyanné ne le sait pas puisqu'il gagne à peu près 200 fois le SMIC. Mais ça n'est pas possible de continuer comme ça. Et je rappelle que 30% des femmes sont enfermées sur des emplois à temps partiel. Et donc, pour beaucoup d'entre elles, elles ne gagnent même pas le SMIC mensuel. Donc, il faut augmenter le SMIC de toute urgence. Et tous les autres salaires, d'ailleurs. Le SMIC qui a augmenté quand
comme jamais, disons-le, depuis 2 ans, à tel point qu'aujourd'hui, 17% des salariés sont payés au SMIC. Ceux qui étaient juste en dessous, en fait, ont été rattrapés. Avec un SMIC à 1600, ils seront combien ? Eh bien, justement, ce qu'il faut, c'est travailler sur les mécanismes pour que l'ensemble des salariés puissent voir leur salaire augmenter mécaniquement. La CGT demande une échelle mobile des salaires, c'est-à-dire l'indexation des salaires sur les prix. Il est possible qu'au 1er octobre, le SMIC augmente s'il y a une inflation de plus de 2%. Eh bien, il faudrait qu'au 1er octobre, tous les autres salaires augmentent de 2%, de façon à ce qu'on arrête de perdre en pouvoir d'achat et avoir ce tassement qui est un gros problème dans le pays. On a des salariés aujourd'hui qui passent leur carrière professionnelle au SMIC. Sophie Binet, c'est peut-être un raisonnement que vous avez entendu 1000 fois, mais les salaires qui augmentent, c'est donc peut-être plus de consommation, donc des prix qui vont augmenter pour les produits aussi, parce que les entreprises vont devoir payer davantage leurs salariés. Oui, j'ai entendu 1000 fois ce raisonnement et il est totalement faux, puisque on a eu une explosion des prix avec une inflation très forte, des salaires qui stagnaient. Et pourquoi est-ce que les prix ont augmenté ? Parce que les profits ont explosé et que les entreprises ont voulu maintenir leurs marges. C'est ce qui se passe dans l'agroalimentaire, par exemple. Les salariés de l'agroalimentaire, ils n'ont pas eu leurs salaires qui ont augmenté. Par contre, les prix de l'agroalimentaire, dans la grande distribution, ça a beaucoup augmenté. Donc le problème, ça n'est pas les salaires, c'est les profits. Le problème, c'est la boucle prix-profit. Augmenter les salaires, d'abord, c'est une mesure de justice sociale et ensuite, c'est une mesure économique positive parce que ça relance la consommation. Par exemple, cet été, toutes les entreprises du tourisme ont constaté que les Françaises et les Français ont dépensé beaucoup moins en vacances parce qu'ils ont beaucoup moins d'argent. Et je rappelle que 50% des Françaises et des Français ne sont pas partis en vacances cet été. Beaucoup d'enfants ne partent pas en vacances l'été. Ça confirme que les salaires sont aujourd'hui beaucoup trop bas. Il y a un problème social dans le pays. Une conférence sur les salaires, comme promise par Elisabeth Borne. Bon, on ne sait pas trop où cette conférence est partie, mais une conférence sur les salaires, ce serait une priorité lors d'un prochain gouvernement. C'est ce que vous allez demander éventuellement ? Il faut surtout augmenter les salaires immédiatement, augmenter le SMIC immédiatement, indexer les salaires sur les prix et après... Oui, faire une conférence sur les salaires, pourquoi pas ? Mais la question, c'est pourquoi faire ? Puisqu'on a eu une grand-messe avec Elisabeth Borne l'année dernière qui n'a débouché sur rien de concret. Les salariés en témoignent. Le seul moyen, jusque-là, que nous avons de gagner des augmentations de salaire, c'est par les grèves. Je suis très contente d'ailleurs qu'on ait arraché cet été des augmentations de 238 € mensuels pour 1 million de salariés de l'action sociale pour qui on a réussi à obtenir un accord d'augmentation de salaire très fort. Mais il a fallu 1 an de mobilisation pour gagner ça. Vous parliez de l'inégalité de salaire homme-femme, enfin de situation homme-femme et notamment de salaire. C'est comment la CGT ? Est-ce que Sophie Binet gagne autant que Philippe Martinez pour elle ? Bonne question. En fait, moi, mon salaire, je suis CPE en lycée professionnel, c'est mon métier. Et donc, je suis toujours CPE et donc j'ai toujours un salaire rien de la CPE. Je ne touche strictement rien de la CGT. Donc, j'ai un peu plus de 2000 € de salaire. Voilà, vous saurez tout. Vous avez peut-être des frais par ailleurs. On peut imaginer que vous êtes défrayé, on l'espère en tout cas, de vos déplacements, etc. Oui, déplacement, oui, normal. Sinon, je ne pourrais pas me déplacer, ça voilà. C'est sûr. Oui. On vous a lu dans Vie ouvrière, qui est le magazine de la CGT. Vous êtes très inquiète du budget qui se prépare pour 2025. Vous dites sur une base austéritaire violente. Vous avez déjà des éléments d'information ? Écoutez, j'en ai pas plus que vous, parce que je suis aussi très inquiète du contexte de préparation de ce budget. Parce que, pardon, Sophie Binet, pour être assez clair, ce qu'a expliqué Gabriel Attal, c'est en gros, on reprend le budget de l'année dernière et on le remet pour cette année. Oui, sauf que déjà, le budget de l'année dernière n'allait pas et qu'ensuite, il y a une inflation importante. Et donc, moi, j'ai écouté attentivement ce qu'a dit la ministre de l'Éducation démissionnaire, Nicole Belloubet, qui a expliqué il y a quelques jours que le budget de l'Éducation nationale pour 2025 n'était pas satisfaisant et qu'il posait problème, qu'elle ne savait pas comment le construire. Donc on est très inquiet pour l'éducation. On sait qu'il y a des milliers d'enseignants qui ne sont pas remplacés dans les classes. Ça pose un vrai problème pour notre école publique. Nous sommes évidemment très inquiets pour notre système de santé. Cet été a été affreux avec des urgences en situation critique. On sait qu'aujourd'hui en France, on meurt à l'hôpital. C'est gravissime de s'habituer à cette situation. Aujourd'hui en France, on meurt sur des brancards. On s'est mobilisé, la CGT s'est mobilisée pendant tout l'été dans les urgences. Ça va continuer. Je pense que les soignantes et les soignants seront très nombreux le 1er octobre à être en grève parce que la situation dans la santé, elle est inacceptable, évidemment en termes de conditions de travail, mais d'abord en termes de conditions de prise en charge pour vous et moi. Aujourd'hui, alors qu'on a un des meilleurs systèmes de santé du monde, à cause de ces politiques austéritaires, on est en train de le perdre.
La question, c'est comment on finance tout ça. La France a des obligations quand même en termes de déficit vis-à-vis de l'Europe, avec des sanctions possibles. Comment on finance cette augmentation des services publics sans pression fiscale démesurée? Écoutez, il y a 170 milliards chaque année d'aide aux entreprises sans condition ni contrepartie. La CGT a une proposition toute simple, remettre à plat ces aides, en supprimer un certain nombre. Et je pense que ça dégagera beaucoup de marge de manœuvre pour le futur budget. Merci Sophie Binet d'avoir été l'invitée de ce 8h30 France Info, secrétaire générale de la CGT. Merci Bérangère Bonte. Merci, bonne journée.